Samedi 5 mars 2022, voici les titres. Dr Albert Ouedraogo, Premier ministre de la Transition. Il a été nommé jeudi dernier par décret présidentiel et conduira donc le gouvernement de la transition pour les 3 années à venir. Cependant, qu'attendent les Burkinabés de ce dernier? Les éléments de réponse tout de suite dans ce journal. Et puis les fidèles catholiques ont tenu ce vendredi leur premier chemin de croix à la paroisse universitaire Saint-Albert, le Grand de la Rotonde. Les paroissiens se sont rappelés la souffrance de Jésus-Christ, occasion également pour eux de demander à Dieu la paix au Burkina Faso. Hors de chez nous, en Libye, le pays se retrouve avec 2 gouvernements. Le Parlement a approuvé un nouvel exécutif dirigé par l'ex-ministre de l'Intérieur, Fathi Bachaga. Au même moment, le cabinet déjà en place refuse de céder le pouvoir avant la tenue d'élections. Les détails en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis pour vos informations de la mi-journée. Bien voilà, Albert Ouedraogo est le nouveau Premier ministre du Burkina Faso. Il a été nommé jeudi dernier dans un décret présidentiel sur la chaîne nationale. C'est un homme qui visiblement est méconnu de la scène politique et des Burkinabés. Cependant, ces derniers attendent beaucoup de lui durant ces 3 années de transition. Nous avons donc recueilli pour vous les propos de quelques citoyens dans la ville de Ouagadougou. Ils sont au micro de Assanta Somé et de Salmatou Zongo. Le nouveau Premier ministre, c'est ma première fois de le découvrir. Voilà, je le vois pour la première fois. Je n'ai pas une idée le concernant. Nous attendons qu'il soit à la hauteur de la tâche qui lui sera confiée. Voilà, qu'il soit vraiment à la hauteur, puisque actuellement la population vraiment attend beaucoup du nouveau gouvernement. Par conséquent, il doit travailler dur. C'est hier, à travers les décrets présidentiels, que j'ai pris connaissance de qui c'était. Pour moi, l'essentiel, ce n'est pas la personne physique. C'est les bagages que ces derniers ont, c'est sa vision des choses, vu le fait que nous traversons des eaux troubles, sa compétence à venir endiguer l'idée terroriste. Et également, cette poigne à pouvoir gérer les hommes. Écoutez, le Burkina Faso a besoin de ça aujourd'hui. Nous attendons de lui une réconciliation des cœurs, une réconciliation vraie, authentique, sincère. Vivement qu'il travaille avec les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, pour que le Burkina Faso puisse recouvrer sa paix d'antan. Albert Ouedraogo, non. C'est hier, c'était au journal de 20h sur la RTB que j'ai entendu que le président de la transition, enfin le président du MPSR a nommé un premier ministre par décret du nom d'Albert Ouedraogo. Tout de suite j'ai pensé au professeur Albert Ouedraogo de l'université qui fut d'ailleurs ministre sous Blaise Compaoré. Donc à lui j'ai pensé en premier lieu. Maintenant après quand ils ont montré sa photo, je me suis rendu compte que ce n'est pas la même personne. Bon, bref, ça veut dire que je ne connais pas l'homme. Et c'est la première fois que je le vois. Je le découvre en même temps que beaucoup d'autres Burkinabés. Simplement qu'il nous aide à endiguer l'hydre terroriste. Albert Ouedraogo, non. Et c'est hier que j'ai découvert le monsieur, je ne le connaissais pas du tout. Bon, l'attente, c'est la même chose que tout le monde. Actuellement, on vit un problème de sécurité. Et c'est d'ailleurs ce problème-là qui a amené le MPSR au pouvoir. Donc ce qu'on pourrait attendre de ce gouvernement, ainsi que le Premier ministre qu'ils viennent de nommer là, c'est vraiment qu'il nous débarrasse de l'insécurité que les Burkinabés vivent. Hormis ça, bon, la durée de la transition, ils peuvent durer comme ils veulent. Ce qu'on veut actuellement là, c'est que le terrorisme là, ils puissent mettre fin à ça. C'est tout ce qu'on leur demande, pas plus.
Dans un décret daté du 19 février dernier, le président du Faso, Paul-Henri Damiba, a nommé des nouveaux gouverneurs, notamment des éléments de forces de défense et de sécurité en remplacement de ceux en poste dans les régions de la boucle du Mouhoun, du nord, du Sahel, de l'est, du centre-nord, du centre-est, du sud-ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins. Des changements qui, selon l'expert en sécurité Mahamadou Sawadgo, sont liés au contexte sécuritaire et s'inscrivent dans la nouvelle stratégie de lutte contre le terrorisme. Maxime Jean-Eudes Bambara nous en dit plus. Selon l'expert en sécurité Mahamadou Sawadgo, la nomination des éléments des forces de défense et de sécurité à la tête de certaines régions se justifie par la dégradation de la situation sécuritaire. Ces nominations s'inscrivent donc, à en croire ce dernier, dans la nouvelle dynamique enclenchée et va permettre une meilleure organisation de la défense dans ces régions en proie à l'insécurité. Il s'agit notamment des régions de la boucle du Mouhoun, du nord, du Sahel, de l'est, du centre-nord, du centre-est, du sud-ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins. Je pense que c'est la situation qui impose qu'on mette un gouverneur militaire. Et je pense aussi qu'il faut comprendre la stratégie du gouvernement actuel qui veut qu'aujourd'hui, ce soit des gouverneurs militaires qui sont dans des zones à risque. Et ça pouvait être autrement parce qu'on voit clairement que dans les zones où on a encore un peu de la stabilité, c'est des gouverneurs civils qui continuent d'exercer. Donc à mon avis, ça fait partie de la stratégie qui est en train de mettre en œuvre le nouveau gouvernement ou bien les nouvelles autorités. En tant que président des centres de crise dans les régions, les gouverneurs ont donc pour rôle de fédérer toutes les forces de défense et de sécurité et les autres composantes des forces vives en cas de crise. Et au regard du contexte sécuritaire difficile, les mieux préparés, selon l'expert en sécurité, pourraient être les gouverneurs issus des corps militaires et paramilitaires. Ce qu'on remarque des gouverneurs, c'est juste une répétition des actes, c'est-à-dire en prorogeant l'état d'urgence, en prorogeant le couvre-feu tout simplement. Mais à mon avis, ils peuvent jouer un plus grand rôle. Et je me dis qu'avec la nouvelle configuration, on attend de ces gouverneurs-là qu'ils jouent effectivement un plus grand rôle, qu'ils propulsent les forces sur le terrain et aussi qu'ils soient l'intermédiaire entre ces forces et le pouvoir central. Pour l'expert en sécurité, ces changements ne sont pas synonymes d'incompétence des gouverneurs remplacés, mais sont plutôt liés à la complexité de la crise sécuritaire persistante. Une situation qui, selon lui, nécessite des hommes de poing rigoureux et qui s'assument dans la prise de décisions. La Fondation internationale Thierno et Mariam Fitima, en collaboration avec la Société des neurologues du Burkina, SONEB, a organisé ce vendredi 4 mars une conférence publique sur les maladies rares et musculaires au profit des étudiants en médecine. 2 communications portant sur les dites maladies ont été abordées par les 2 premiers responsables des services de neurologie de Yalgado et de Bokodogo. Serge Kaboré pour le reportage. Les maladies neuromusculaires et les maladies rares, cas du Burkina Faso, c'est sous cette thématique que s'est tenue ce 4 mars une conférence publique sur les maladies rares, organisée par la Fondation internationale Thierno et Mariam Fitima, en collaboration avec la Société de neurologie du Burkina SONEB. Cette conférence vise à former les étudiants en médecine sur les maladies neuromusculaires et les maladies rares, afin de contribuer à l'amélioration de la prise en charge médicale des patients par des professionnels compétents. La conférence que nous avons intitulée conférence sur les maladies neuromusculaires et les maladies rares est tellement importante à organiser pour la vulgarisation, pour d'abord sensibiliser les futurs médecins qui sont dans cette salle et les médecins déjà confirmés sur les maladies neuromusculaires et de façon plus large, les maladies dites rares. Il faut savoir que pour ces pathologies-là, nous manquons cruellement de spécialistes. Donc le fait d'organiser ce type de rencontre permet vraiment de sensibiliser ces futurs spécialistes. Cette conférence publique destinée aux étudiants en médecine a été marquée par 2 communications, dont une animée par la première responsable de Fitima et qui a porté sur les maladies rares. Les maladies rares sont celles qui atteignent moins d'1 personne sur 2000 d'après les statistiques européennes. Pour le moment, on attend la Société africaine des neurologues
pour qu'on ait la classification africaine. Mais pour le moment, on se base sur cette classification. Alors, on les appelle maladies rares parce qu'elles atteignent peu de personnes, mais mises bout à bout, vu qu'aujourd'hui, on en dénombre plus de 7000, donc mises bout à bout, ça fait quand même beaucoup de monde. Et ce sont souvent des maladies qui sont un peu oubliées des pouvoirs publics. La deuxième communication, qui a porté sur les maladies neuromusculaires, a été donnée par le chef de service neurologie du centre hospitalier universitaire de Bogodougou. Nous voulons déjà les sensibiliser sur ce type de problème et leur dire que la médecine, elle est holistique, elle doit s'intéresser à tout le monde. Et donc, ce n'est pas parce qu'une maladie est rare qu'elle doit être négligée. Donc, l'objet de cette rencontre ce soir, c'est de justement parler de ces maladies-là pour que les plus jeunes soient imprégnés de ces maladies, pour être à même demain de pouvoir les prendre en charge de façon correcte. Initiatrice de la présente conférence, la Fondation internationale Tcherno et Mariam Fitima est une organisation non gouvernementale intervenant dans le domaine de la promotion, de la protection et de l'épanouissement des enfants en situation de handicap au Burkina Faso. Mercredi dernier, les chrétiens catholiques sont entrés dans un temps de carême pour une durée de 40 jours et ce vendredi 4 mars 2022, ils ont effectué leur premier chemin de croix. Un moment de prière, partie intégrante de ce temps de pénitence. À la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand de la Rotonde, les paroissiens ont effectué les 14 stations pour se remémorer les souffrances de Jésus-Christ et implorer Dieu pour la paix. Suivant ce reportage de Fatimata Nikema. Il est 12h45 à la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand de la Rotonde de la ville de Ouagadougou ce vendredi 4 mars. Les fidèles catholiques ne se sont pas fait prier pour venir vivre le tout premier chemin de croix du temps de carême de l'année 2022. Moment de prière et de réflexion, cette marche qui rappelle les derniers instants de la vie du Christ sur terre est aussi un chemin de pénitence pour les fidèles catholiques. Que ce ne soit pas seulement un temps où on fait des efforts pour relâcher après et retourner dans ses mauvaises habitudes, mais un temps qui nous aide à changer véritablement de comportement et à être de meilleures personnes pour Dieu, pour les autres et pour soi-même après le temps de carême. Un message de l'abbé Anatole Tiendre-Bego qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Olivia Muriel Wessinou promet changer d'attitude tout le long du carême. Elle a aussi imploré le ciel et prié pour son pays qu'est le Burkina Faso. Je demande beaucoup à la Vierge Marie et de nous donner tout ce qu'on en a besoin cette année. Santé, succès, beaucoup d'argent, moins de problèmes et un bon foyer. Et qui bénissent le Burkina Faso afin que nous ayons la paix pour que ceux qui ont quitté dans leur village, tous ceux qui n'ont pas de maison, retournent chez eux en bonne santé. Selon l'Église catholique, le chemin de croix apparaît comme un pèlerinage de l'esprit qui touche celui qui l'entreprend sous les aspects tant physiques et spirituels. Il s'agit de la marche, la méditation et l'intercession. Rappelons que le chemin de croix est constitué de 14 stations et chaque station représente les étapes qui ont conduit Jésus-Christ à sa dernière demeure. La Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel, en collaboration avec l'Association des réalisateurs du cinéma et de l'audiovisuel Burkina Faso, a initié un masterclass au profit des professionnels du cinéma, avec pour thème le métier de premier assistant réalisateur. Quel enjeu pour notre cinéma de demain? Cette tribune de partage d'expérience avec pour objectif de renforcer la capacité des jeunes techniciens réalisateurs burkinabés autour du métier de premier assistant réalisateur. Mamidriana Kamabou avec la voix de Serge Caboret. Dans chaque film diffusé sur les écrans, le premier assistant réalisateur joue un rôle important dans l'organisation et la réussite du tournage d'un film. Pourtant, ce poste dans l'équipe du tournage est peu connu du public. À cette tribune d'échange, les organisateurs veulent sensibiliser les jeunes professionnels du cinéma à se spécialiser au métier de premier assistant réalisateur. Un premier assistant, c'est quelqu'un de très important sur un plateau, que ce soit au niveau financier, organisationnel, technique, artistique. Il a son rôle à jouer. Donc si un premier assistant n'est pas sur le plateau, ça joue grandement sur le résultat que nous voulons. Voilà pourquoi on s'est dit, il faut former ces jeunes, il faut leur donner des outils pour qu'ils puissent réellement faire des films qui puissent vraiment nourrir l'industrie que nous sommes en train de lancer. Le premier assistant réalisateur occupe plusieurs tâches à la fois.
Il joue le rôle du manager principal de l'équipe et accompagne techniquement et artistiquement le réalisateur. Étant un pilier de l'organisation, il établit le plan de travail et dirige le plateau de tournage. Et pour être un bon assistant réalisateur, ces professionnels conseillent la nouvelle génération à veiller au respect du plan de tournage. Vous devez être au four et au moulin, vous devez écouter tout le monde, vous devez savoir comment manager les humeurs des uns et des autres. Donc du coup, c'est un travail très épuisant. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'organisé, de discipliné, de calme, vous ne pouvez pas. Donc c'est les trois qualités en fait, l'organisation, la discipline et le calme. Son importance est donc capitale au sein de l'équipe. Malheureusement, selon ces professionnels de l'audiovisuel, on remarque une faiblesse dans le métier de l'assistant réalisateur. Cette initiative permettra donc de créer une prise de conscience globale au sein des acteurs du 7e art et inciter à une réflexion collective. Cette initiative permettra donc de créer une prise de conscience globale au sein des acteurs du 7e art et inciter à une réflexion collective. C'est un ensemble. Dans la réalisation, vous avez tout. C'est un tout, la réalisation. Mais individuellement pris, ça c'est ce qu'on appelle des secteurs ou des volets ou des métiers. Par exemple, l'ingénieur du son, c'est un métier à part. Le directeur photo, c'est un métier à part. Le caméraman, c'est un métier à part. Les autres, c'est des métiers à part. Mais la réalisation, forme le tout. C'est un carrefour, la réalisation. On prépare à cette table ronde sur le métier de premier assistant réalisateur des étudiants de l'Institut supérieur de l'image et du son ISIS et des professionnels de l'audiovisuel et cinéma. À l'issue de cette rencontre, des recommandations ont été faites à l'endroit des professionnels et des autorités en charge du cinéma et de l'audiovisuel. Sport à présent, la 17e journée du championnat national de la Ligue 1 s'est jouée ce mercredi 2 mars au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. À l'affiche du deuxième match AS Douane contre l'USFA, un match qui s'est soldé par la victoire des douaniers par un score d'1-0. Les images de la confrontation avec Hyacinthe Sawadgo. Après l'AS Police lors de la 16e journée, l'USFA retrouve un autre faux frère, l'AS Douane. Entre Bidas et Gabelou, il faut dire que la partie s'emballe d'entrée, offrant un très beau match aux amoureux de la Ligue Elonabé. Toutefois, les Gabelous sont les premiers à tirer les marrons du feu d'autant, plus que Michel Batibo n'aimait qu'une quinzaine de minutes pour régler la mire. 1-0 en faveur de l'AS Douane qui étreint son avantage jusqu'à la pause. À la reprise, les deux équipes reviennent avec plus de détermination. Dès les premiers instants, l'USFA cherchant à revenir au score assoit une légère domination. Et c'est sans compter sur motivation des hommes de Yaya Kone à prendre ses 3 points du match. Score final, 1-0 pour les douaniers qui comptabilisent 2 victoires d'affilée. Une victoire qui réjouit l'entraîneur, mais qui reconnaît que l'adversaire était de taille. Écoutez, je pense que ce qu'on peut déjà dire, c'est que pour nous, chaque week-end, il faut venir se battre. C'est pas facile, c'est pas donné d'avance. Voilà, il faut travailler, il faut rester humble et beaucoup de travail. C'est ça qui est important pour nous. Voilà, chaque semaine, chaque fin de semaine, pouvoir venir se battre et repartir avec quelque chose. Voilà, il faut pas négliger l'USFA. Voilà, je pense que cette année, c'est une équipe qui a montré de belles choses, qui s'est réagi. Donc ces moments de flottement là, c'était vraiment des moments forts de l'USFA qui cherchait à revenir au score. C'est tout à fait naturel. Et pour nous, il s'agissait de jouer, de pouvoir le contenir et quitte à garder ce résultat. C'est ce que nous avons réussi à faire. Pour le coach de l'USFA, le match s'est joué sur un petit détail. C'est peut-être la malchance ce soir, sinon vous avez vu, nous avons, bien vrai, on a fait le match nul contre l'AS Police. Ce soir, il y avait vraiment de la place. Nous sommes pris à la 15e minute. C'est un but une occasion qui n'était pas vraiment une occasion franche de but. Malheureusement pour nous, on prend ce but. Et à la deuxième partie, nous revenons, mais malheureusement, nous n'allons pas à scorer. Non, nous avons baissé peut-être sur le plan offensif, pas le milieu de terrain, nous avions des occasions, mais par manque de concentration, on n'a pas pu scorer comme je viens de le dire.
L'AS Douane a fait 2 bons matchs avec 2 victoires d'affilée qui lui permettent de grimper sur le tableau des classements. Pour l'USFA, c'est une belle occasion de passer leader qui s'envole. Au Mali, la mise en œuvre de la politique de réparation des victimes de toutes les crises maliennes et la création d'une agence nationale de gestion des réparations en faveur des victimes des crises depuis 1960. Voilà les nouvelles missions de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. C'est en tout cas ce qu'on a annoncé la commission devant la presse ce jeudi 3 mars 2022. Des propositions qui font suite au recensement d'au moins 25 000 victimes. Le point avec notre correspondant au Mali, Bouraïman Soulou. Créé en janvier 2014 avec pour mission de contribuer à l'instauration d'une paix durable par la consolidation de l'unité nationale et des valeurs démocratiques, la commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR semble aujourd'hui avoir atteint ses objectifs. C'est pourquoi elle se penche aujourd'hui sur le volet réparation des victimes. Et là, nous avons préparé une politique de réparation très inclusive qui a été approuvée par le gouvernement. Et sur la base de cette politique de réparation, nous avons préparé un projet de loi sur les réparations et un projet de décret pour la mise en œuvre de cette politique. Selon Ousmane Oumarou Sidibé, les réparations se présentent sous diverses formes. Donc il y a plusieurs types de réparations. Il y a des réparations indemnitaires de type financier et il y a des réparations pour les pertes de capacité de travail. Il y a des réparations par rapport aux pertes de biens. Donc il y a des réparations aussi symboliques. Par ailleurs, il faut souligner que les membres de la commission Vérité, Justice et Réconciliation proposent la création de 2 structures pour son remplacement. Nous avons proposé la mise en place de 2 structures importantes pour remplacer la CVJR. D'abord une agence pour la réparation des victimes qui va être dotée d'un fonds de réparation. Il y aura nous proposons aussi un centre pour la mémoire, l'unité et la paix pour les réparations de type symbolique dont j'ai parlé. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important également pour permettre au pays de dépasser cette crise-là. Voilà les 2 structures que nous proposons en remplacement de la CVJR. Le président de la CVJR a expliqué devant la presse que le total des victimes recensées s'élève à 25 000. Cette étape des réparations survient à la suite des différentes audiences publiques pour écouter les victimes des crises maliennes depuis 1960. Toujours hors de chez nous, la crise politique et institutionnelle s'enlise en Libye. L'ancien ministre de l'Intérieur, Fathi Bachaga, a prêté serment jeudi dernier en tant que nouveau Premier ministre du pays devant la Chambre de représentants à Tobrouk, dans l'est du pays. Déjà minée par les divisions entre institutions concurrentes à l'est et à l'ouest, la Libye se retrouve donc avec 2 gouvernements rivaux. Suivons ce reportage. Alors que le nouveau cabinet libyen prêtait serment devant le Parlement de l'Est du pays, seule une partie des ministres s'est rendue à la cérémonie. L'ancien ministre de l'Intérieur et nouveau Premier ministre Fathi Bachaga a accusé son rival à Tripoli, Abdulhamid Dbeiba, d'avoir empêché l'autre partie des membres du nouveau gouvernement d'assister à la prestation de serment. Désigné au poste de Premier ministre par le Parlement de Tobrouk le mois dernier, Fathi Bachaga s'est exprimé dans une lettre adressée au procureur. Il a notamment accusé le gouvernement sortant d'avoir fermé l'espace aérien de la Libye, interdisant ainsi aux ministres de voyager. Abdulhamid Dbeiba a été nommé chef d'un gouvernement intérimaire en février dernier avec pour mandat de conduire le pays vers des élections. Mais le scrutin prévu en décembre n'ayant pas eu lieu, M. Dbeiba a refusé de céder le pouvoir, sauf un gouvernement élu. La nomination de Bachaga laisse à nouveau la Libye avec 2 gouvernements, comme ce fut le cas au milieu de profondes divisions Est-Ouest de 2014 à 2021. Le Parlement a adopté mardi un vote de confiance à l'égard du cabinet proposé par M. Bachaga. Un vote condamné par M. Dbeiba qui le qualifie de procès. On dit toujours dans la vie qu'il faut souvent perdre pour gagner, tomber pour grandir. Ce qui est certain, c'est que la plupart des grandes leçons de la vie s'apprennent dans la douleur. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre constante fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles éditions. En attendant, prenez grand soin de vous et surtout, bon mois de carême à tous les fidèles chrétiens.